Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin petite, elle risque d'être assez longue, je vous le cache pas, pour donc vous parler d'un problème de société qui est l'obésité. Donc je vais vous parler de l'obésité et également et surtout des interventions chirurgicales pour les patients obèses. Voilà, donc je vais vous parler vraiment par information sur vraiment avec le peu que je connais. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas encore opéré, je vais être opéré, mais je ne le suis pas encore et je suis encore moins un professionnel de santé, hein, tout simplement. Donc si vous avez plus des questions vraiment sur la profondeur des choses, allez directement voir un professionnel de santé, votre généraliste ou bien directement, et ça sera plus simple, mais plus long, votre chirurgien viscéral le plus proche de chez vous. Voilà. Donc déjà, l'obésité, qu'est-ce que c'est? L'obésité, c'est vraiment, c'est une maladie, c'est vraiment considéré comme une maladie. Et il faut savoir également que les patients obèses, c'est pas, on les montre toujours du doigt, mais il y a toujours plein de stéréotypes qui disent que les obèses sont feignants, les obèses ne bougent pas, les obèses mangent trop, les obèses mangent tout le temps McDo, machin. Euh, alors que c'est pas vrai du tout. Voilà, ça vient vraiment d'ailleurs et puis en fait c'est assez compliqué comme maladie parce qu'effectivement il y a un problème d'alimentation sur le fond, bien sûr qu'il y a un problème d'alimentation à la même image qu'un anorexique, hein. Un anorexique qui va rien manger du tout, ben, il va maigrir, maigrir. Effectivement, un obèse il va manger, ben voilà, il va grossir, mais ça veut pas dire qu'on mange que du gras, qu'on mange que du sucré, qu'on mange que du McDo, que du kebab, que de la pizza. C'est vraiment faux. Voilà, donc il faut savoir que l'obésité dans le monde touche à peu près 1,4 milliard de personnes. C'est énorme quand même, hein, faut le savoir. Et chaque année, il y a à peu près 2,8 millions de décès à cause de ça. Voilà. Et il me semble qu'on est à peu près 6,5 millions d'obèses en France. C'est quand même pas mal, hein, sur 65 millions de Français, et encore, c'est qu'un chiffre aléatoire, hein. Voilà. Donc, l'obésité, il faut savoir qu'il y a différents types, hein. Tous les obèses ne sont pas énormes au point de mourir. Voilà. Il y a différents types. Il faut savoir qu'au niveau de l'IMC, de 25 à 30, vous commencez à être en surpoids. De 30 à 35, vous êtes en obésité modérée. De 35 à 40, en obésité sévère. Et à partir de 40, vous commencez à rentrer dans l'obésité morbide ou massive. Et puis, plus ça avance, et plus, bien sûr, il y a de l'obésité super morbide, l'obésité super super morbide. Et bien sûr, plus on est obèse, plus on risque d'avoir des facteurs de risque, des maladies, voilà. Il faut savoir que l'obésité, ça entraîne beaucoup de maladies. C'est comme les fumeurs, hein. Il y a des fumeurs qui ils vont fumer toute leur vie et ils n'auront pas de cancer, ils n'auront aucun problème. Un obèse, il peut très bien être obèse toute sa vie et vivre très vieux sans avoir jamais aucun problème. C'est quand même très rare, beaucoup plus rare qu'un fumeur qui fume qui n'a pas de cancer, hein. Donc l'obésité, tout simplement, ça peut apporter du diabète, ça peut apporter de l'hypertension, ça peut apporter des infarctus, ça peut apporter des AVC, ça peut créer une crise cardiaque. Voilà, il y a énormément de facteurs qui peuvent survenir. Et c'est pour ça que l'espérance de vie d'un obèse, de toute façon, elle est quand même assez réduite par rapport à quelqu'un dit normal, hein. Pas parce qu'on est obèse qu'on n'est pas normal non plus, faut pas abuser. Voilà, donc heureusement, il y a les interventions chirurgicales qui sont là justement pour aider les patients qui essayent de faire énormément de régimes, qui n'arrivent jamais à perdre du poids ou plutôt à perdre du poids et à garder ce poids-là. Voilà. Il faut savoir que les opérations de l'obésité, c'est pas quelque chose qui est miracle. Alors effectivement, c'est une aide précieuse, hein, on va pas se le cacher, mais il y a quand même
Je reprends, la vidéo à couper. Il faut savoir que ça va couper toutes les 5 minutes parce que je ne peux pas enregistrer plus de 5 minutes à chaque fois, donc ça coupera encore une fois et peut-être encore une autre fois. Voilà. Donc je disais que les opérations c'est une aide précieuse, mais que c'est pas quelque chose qui est miracle. Il y a quand même un gros travail personnel à faire derrière. Puis il faut savoir que c'est un travail et un suivi qui sera à vie après. Hein. Voilà. Donc on retrouve, donc on a 4 principales opérations, 5 entre parenthèses, mais on la compte de moins en moins aujourd'hui, celle-là, je pense. Voilà. Donc on a la chirurgie qui est dite restrictive. On en a 2 types. Et les opérations malabsorptives. Voilà. Donc sur les opérations restrictives, on a la pose d'un anneau gastrique, voilà, et une sleeve gastrectomie. Voilà. On a également la pose d'un ballon intragastrique, mais c'est quelque chose qu'on entend très rarement parler et qui se fait pas beaucoup, je trouve. Voilà, donc je vais vous parler vraiment des 4 que je connais le mieux. Je répète, connais avec des pincettes. Hein. Posez quand même des questions à un professionnel. Voilà, donc la chirurgie donc, restrictive qui va servir à réduire la taille de l'estomac et également donc forcément réduire la quantité d'aliments ingérés. Voilà. Mais ça ne change en rien la structure de votre système digestif. C'est uniquement fait pour manger moins, tout simplement. Ensuite, nous avons les 2 types de chirurgie malabsorptive. Nous avons donc le bypass gastrique et... Alors, attendez, ça a un nom compliqué. Donc, voilà. Donc, le bypass gastrique et la dérivation bilio-pancréatique, plus connue sous le nom de duodenal switch. Voilà. Donc, c'est assez compliqué comme opération. Hein. C'est pour ça que je vais vous en parler sur les grandes lignes, mais qu'il faudra vous renseigner surtout par vous-même, quoi. Hein. Voilà. Donc, pour les chirurgies malabsorptives, le but étant de réduire aussi la taille de l'estomac, comme pour les chirurgies restrictives, mais également de faire une dérivation, un court-circuit dans le système digestif afin d'absorber moins les graisses et d'absorber moins les sucres que vous allez ingérer. Voilà, donc en plus d'être restreint au niveau de l'alimentation, vous allez vous allez absorber moins d'éléments, hein, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc j'ai un petit livret qui est vraiment très sympa. Voilà, la chirurgie, ce qu'il faut savoir avant de se décider. Donc il y a plusieurs chapitres quand même que j'aimerais donc aborder. Hein. Donc déjà, la chirurgie de l'obésité, c'est efficace? Oui, c'est efficace. Donc ça sert donc à perdre du poids, à réduire les infections liées à l'obésité et à améliorer forcément la qualité de vie, l'estime de soi, les possibilités d'activité physique, les relations sociales et évidemment l'activité sexuelle. Ça va avec, hein. Voilà. Voilà, donc ensuite, on va passer, je vous l'ai dit hein, sur les grandes lignes pour que ça soit assez rapide. Et puis après, vraiment, si vous avez des questions, vous posez-les moi en commentaire et puis je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc là, ma vidéo a bientôt coupé, donc je vous retrouve tout de suite pour la prochaine partie. La chirurgie de l'obésité, ça me concerne? Alors, c'est bon. Donc, la chirurgie de l'obésité, ça me concerne. Qui est concerné? Alors, la chirurgie de l'obésité s'adresse aux personnes adultes, uniquement adultes. Hein. Il faut être majeur, vraiment. Sinon, sauf dérogation possible, et encore, je suis pas sûr. Mais voilà, il faut être majeur. Donc, ça s'adresse aux personnes qui souffrent d'une obésité massive, donc un IMC de plus de 40, donc massive ou morbide, dans mon cas, du coup, ou sévère, donc un IMC de plus de 35. Voilà. Quand elle est
associés à au moins une complication pouvant être améliorée grâce à la chirurgie. Du diabète, de l'hypertension, du syndrome d'apnée du sommeil et des troubles articulaires. Voilà, donc à plus de 40 DMC, vous êtes sûr d'avoir les critères pour avoir une intervention chirurgicale de ce type-là. À plus de 30, moins de 40, mais plus de 35, il faut que vous ayez des problèmes de santé dus à l'obésité pour être dans les critères. Et bien sûr, à moins de 35, normalement, vous n'êtes pas dans les critères et les chirurgiens vont plutôt vous diriger parce que vous pouvez, même si vous n'êtes pas dans les critères, aller voir le chirurgien pour que le chirurgien vous conseille vraiment un autre type. euh, j'ai pas envie de dire régime parce que régime c'est vraiment un truc qui pour les obèses le régime c'est vraiment le mot qui fait peur quoi, voilà, qui est pas bon, qui nous angoisse parce qu'on en a fait tellement dans notre vie qui n'ont pas marché que voilà. Donc il va vous amener vers une autre solution, voilà, pour maigrir. Je préfère ce mot-là. Euh, donc vous pensez être concerné. Vous pensez être concerné par la chirurgie de l'obésité. Pour prendre une décision, vous devez d'abord, donc premièrement, en parler à votre médecin traitant et éventuellement à un spécialiste de l'obésité. Ils vous orienteront vers une équipe pluridisciplinaire spécialisée en chirurgie de l'obésité. Premièrement. Deuxièmement, consultez sur les conseils des médecins, du médecin traitant ou du spécialiste de l'obésité, un membre de l'équipe spécialisée en chirurgie de l'obésité. Voilà. Donc bien sûr, pour résumer ça, vous devez consulter soit votre médecin traitant en premier qui va vous envoyer vers un chirurgien de l'obésité, soit directement un chirurgien de l'obésité. Moi, je vous conseille plutôt de passer par un médecin traitant qui va vous envoyer vers le chirurgien qui va faire la démarche pour que vous puissiez prendre rendez-vous et à ce moment-là, vous ne serez pas en consultation privée et donc la consultation pourra peut-être vous être remboursée. Il faut savoir que moi je l'ai payé parce que j'ai été en consultation privée et ça m'a pas été remboursé. Le reste oui, mais cette consultation-là non. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Donc la chirurgie de l'obésité, comment ça marche? Donc les deux principes chirurgicaux pour obtenir une perte de poids, donc on a la malabsorption qui concerne l'intestin grêle, pardon. Une partie de l'intestin est court-circuitée, les aliments vont directement dans la partie moyenne de l'intestin grêle où seule une fraction des aliments est assimilée. Voilà. Ou alors, nous avons donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la restriction qui concerne l'estomac. La quantité d'aliments ingérés est réduite, la sensation de satiété apparaît plus rapidement. Voilà, donc chaque intervention a ses avantages et ses inconvénients. L'équipe pluridisciplinaire vous propose l'intervention la plus appropriée à votre situation, en fonction de vos besoins et de vos facteurs de risque, évidemment. Parce qu'il faut savoir quand même une opération chirurgicale, ça n'est jamais sans risque. Le risque zéro n'existe pas dans la médecine, de toute façon. Hein. Voilà, il faut savoir. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, nous avons avant l'intervention. Donc, la vidéo va encore couper. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le avant l'intervention. Alors, avant l'intervention. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Donc, la préparation. Donc, cette phase de préparation est indispensable et nécessite un véritable engagement de votre part. Durant plusieurs mois, vous allez rencontrer différents professionnels, membres d'une équipe pluridisciplinaire, qui vont vous informer et vous examiner. Ils vont également vous prescrire différents examens, prise de sang, endoscopie, etc. Radiographie, évaluation des fonctions respiratoires et cardiaques, test de grossesse, évaluation bucco-dentaire. Voilà. Donc moi je suis en plein dedans. Tout ça pour vous dire, voilà, il y a énormément d'examens à faire pour avant l'opération, bien sûr, puisque le chirurgien, il ne peut pas vous opérer tant qu'il ne connaît pas vraiment votre état de santé en profondeur. Et voilà, pour lui, il faut qu'il connaisse tout. Donc ça dépend, les examens à faire, ça dépend des patients. Ça dépend des patients en fait. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas d'évaluation bucco-dentaire à faire. Bien évidemment, j'ai pas de test de grossesse. Hein. Voilà.
J'ai effectivement une prise de sang, je vais devoir faire une polygraphie du sommeil, donc me brancher à une machine qui va, pendant la nuit, regarder si je fais des apnées du sommeil ou non, tout simplement. Une gastroscopie avec biopsie. Voilà, que des petits examens comme ça pour être au top le jour de l'intervention. Voilà. Donc la décision. Alors, ce que je peux vous dire, voilà, donc oui, la décision. Donc à l'issue de la phase préparatoire, l'équipe pluridisciplinaire rend un avis qui peut être de trois ordres. 1. L'intervention est envisageable, et alors l'équipe vous donne plus d'informations sur la technique opératoire choisie. 2. Votre opération à l'intervention n'est pas suffisante, vous devez vous engager dans une préparation complémentaire, et à ce terme-là, l'équipe va redonner une nouvelle décision, si oui ou non il vous opère. Et bien évidemment, 3. La chirurgie n'est pas envisageable dans votre cas. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à ce moment-là, ils vont vous diriger vers une autre solution pour perdre du poids, mais ils ne vous opéreront pas. À partir du moment où vraiment ils ont dit non, c'est non. Après, hein, s'ils ont dit non, vous pouvez toujours aller voir un autre chirurgien viscéral qui, peut-être son équipe à lui, vous dira oui. Ça, bien sûr. L'intervention. Donc on arrive dans une phase où c'est vraiment de l'information et de la lecture, puisque je n'y suis pas encore passé, donc je peux pas vous parler franchement en connaissance de cause, quoi, hein. Voilà, c'est vraiment avec un livret professionnel, mais je ne suis pas professionnel. Donc l'intervention et l'hospitalisation. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, la plupart du temps en cohélioscopie. Je sais pas. Ah oui, si. Non, je sais pas. Regardez par vous-même. Cette technique est recommandée car elle limite la douleur et permet de retrouver une activité normale plus rapidement. Dans certains cas, au cours de l'intervention, pour des raisons de sécurité, il est parfois nécessaire d'ouvrir l'abdomen. Donc, il faut savoir que pour ces opérations-là, en fait, ils vont juste faire des petites coupures, en fait, et mettre des pinces. Des pinces et une pince avec une caméra. C'est pour vraiment limiter les points de suture, limiter la cicatrisation, et voilà. Et c'est vraiment super, et c'est comme ça qu'ils font, ça marche très bien. Dans certains cas, il est vrai que si vraiment le patient présente d'autres risques, d'autres facteurs, machin, ils vont ouvrir directement l'abdomen. Voilà. Donc la durée de l'hospitalisation varie de 2 à 10 jours en fonction du type d'intervention et de l'état général de la personne. Ça, forcément, vous pouvez rester donc de 2 jours à 10 jours, selon comment votre corps réagit et votre état de santé général, bien sûr. Il faut prévoir minimum 2 semaines d'arrêt de travail après la sortie de l'hôpital. Hein, l'alimentation après l'intervention. Donc ça, je vous en parlerai tout de suite après parce que ça fait 5 minutes, donc ma vidéo va encore couper. Je vous retrouve tout de suite pour l'alimentation après l'intervention. Alors, l'alimentation après l'intervention. Donc après l'intervention, vous mangez des aliments dont la consistance est modifiée. Forcément, hein, pour la cicatrisation et tout, vaut mieux. Hein. D'abord liquide, puis sous forme de purée. Progressivement, vous retrouvez une alimentation solide. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, vomissements, douleurs, etc., il est très important de suivre les conseils diététiques. Bien évidemment. De nouvelles habitudes alimentaires, ingérez de petites quantités à chaque repas et mastiquez lentement. Prenez vos repas assis et dans le calme. Arrêtez de manger dès les premiers tiraillements digestifs et dès que vous n'avez plus la sensation de faim. Ne buvez pas en mangeant. Évidemment, si vous buvez en mangeant, déjà que vous avez une quantité réduite, si vous buvez en mangeant, vous allez pouvoir manger encore moins. Donc, essayez de boire vraiment entre les repas au maximum, sans non plus vous faire vomir, hein, c'est pas le but. Mais essayez de ne pas boire pendant les repas. Voilà. Mangez équilibré et varié en évitant pour éviter les carences nutritionnelles et augmenter les chances de perte de poids. Conservez un apport suffisant en protéines. Évitez les boissons gazeuses, les boissons sucrées, les sauces, les fritures, ainsi que les sucreries et les aliments gras. Bien sûr,
c'est ce qui fait qu'on prend du poids. Donc, même après l'intervention, effectivement, on peut manger de tout, mais en très petite quantité. Mais bien sûr, au début, ou au moins la première année, je pense, et c'est d'ailleurs écrit, je pense personnellement euh, que c'est mieux d'éviter ce genre de produits-là qui nous ont fait grossir pendant des années. Et si on veut vraiment perdre du poids, les éviter, c'est la meilleure solution, hein. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc il faut savoir que ces nouvelles habitudes, elles sont contraignantes, ça c'est sûr, mais elles vont pas vous empêcher de vivre et elles vont pas vous empêcher d'avoir une vie sociale, quoi. Voilà, c'est le plaisir de manger, au contraire, vous allez le retrouver. Vous allez toujours avoir le plaisir de manger. Vous allez, je pense, plus avoir la sensation de culpabilité après avoir mangé, parce que c'est vrai que quand on est obèse et qu'on fait le plus souvent de la boulimie, hein, on va se mettre à manger un placard entier ou un frigo entier, et on va le regretter, donc on va avoir envie de vomir. Voilà, ça dépend des personnes, hein. Je répète, la boulimie ne concerne pas toutes les personnes en surpoids ou obèses, hein. Voilà. Ensuite, donc après l'intervention, forcément, donc dès les premières semaines, chez la plupart des patients, le poids diminue. La perte est rapide les premiers mois, puis elle ralentit. Généralement, elle est maximale au bout de 12 à 18 mois. Au-delà, une reprise de poids modérée est possible. Évidemment. Donc, en fait, elle est possible pour un cas de sleeve, hein. Surtout dans un cas de sleeve, ce que je vais faire, étant donné que au bout de une année, un an et demi, l'estomac est parfaitement cicatrisé et l'estomac est un muscle, donc ça se tend et ça se détend. Voilà. Si vous recommencez à manger, bien évidemment, après une sleeve, votre estomac va regrossir et donc vous allez de plus en plus vouloir en mettre dedans et donc regrossir. C'est un risque, donc il faut savoir voilà, que c'est vraiment à vie. C'est un risque qui est beaucoup moins fréquent dans un bypass et quasiment nul dans un duodenal switch, hein. Je vous expliquerai tout ça après, hein. Voilà, donc bon, vraiment après l'intervention, j'ai pas grand chose à vous dire à part ça. La nouvelle vie commence quoi après l'intervention, hein. J'attends avec impatience d'avoir ma date pour me faire opérer. Voilà. Donc de toute façon, après mon opération, je ferai comme des petits vlogs, je pense, hein. Voilà, sous forme de vidéo, je verrai. Donc, euh, les réponses à mes questions. Donc, je vous retrouve tout de suite pour les réponses à mes questions. Alors, il y a plusieurs questions qui sont généralement beaucoup posées. Puis-je avoir un enfant après avoir été opéré? Oui, la grossesse est possible après une intervention de chirurgie de l'obésité. Dans ce cas, un suivi nutritionnel très régulier est nécessaire, depuis le désir de grossesse jusqu'à plusieurs mois après l'accouchement. Néanmoins, par précaution, il est recommandé d'attendre que le poids soit stabilisé. Excusez-moi. Que le poids soit stabilisé, donc de 12 à 18 mois après l'intervention. Donc oui, il est possible d'avoir des enfants, d'être enceinte après l'intervention, hein. Bien sûr, on vous touche à rien d'autre que l'estomac ou le système digestif, hein. Donc vous pouvez. L'assurance maladie rembourse-t-elle l'intervention? Alors ça, c'est une question que tout le monde se pose vraiment avant même de savoir si oui ou non on va se faire opérer, et c'est souvent ce qui freine les patients. Ouais, mais je pourrais pas payer 4 000, 5 000, 6 000 euros l'intervention. Voilà. Donc, je vais vous répondre. Bon, déjà, en connaissance de cause, oui, hein, l'intervention est remboursée, hein, et la plupart des spécialistes sont pris en charge vraiment. Enfin, c'est mon cas. Après, mais normalement, oui, il faut vraiment. Donc, l'assurance maladie rembourse-t-elle l'intervention? Oui, l'assurance maladie rembourse les frais liés à l'intervention et à l'hospitalisation dès lors qu'elle a donné son accord à la demande d'entente préalable. Voilà, donc effectivement, vous avez quand même un temps d'attente et comme une commission qui est réunie pour décider si
Si vous méritez, enfin méritez, c'est choquant quoi. Si vous avez les critères pour être remboursé. Donc à partir, généralement, quand vous êtes en obésité morbide, bien sûr, vous êtes dans une maladie et vous risquez votre vie tous les jours. Donc il n'y aurait pas de raison que ça soit refusé. Euh, Certains médicaments sont-ils à éviter? Oui, les médicaments toxiques pour l'estomac, aspirine, anti-inflammatoires, corticoïdes sont à éviter dans la mesure du possible. Donc bien sûr, hein, de toute façon, en temps normal, on ne prend pas de cachet comme ça, on demande un avis à son médecin, encore plus après avoir été opéré d'une opération quelconque, hein, voilà. Mais effectivement, là, ça concerne le système digestif et l'estomac, donc tout ce qui est doliprane, enfin le paracétamol, tout ça, on sait tous que ça fait très mal au ventre, que c'est pas bon, que c'est pas très bon pour la santé. Donc vraiment, si vous avez un pet de travers, hein, demandez à votre médecin, c'est mieux, je pense. C'est même pas je pense, c'est sûr, demandez à votre médecin. Alors, si je ne perds pas suffisamment de poids, que dois-je faire? Il faut consulter l'équipe pluridisciplinaire qui vous a opéré afin d'identifier la cause et la prendre en charge grâce à des séances d'éducation diététique ou à l'activité physique ou grâce à une psychothérapie ou grâce évidemment à une nouvelle intervention. Si l'intervention ne suffit pas à perdre le poids souhaité par vous comme par votre chirurgien, évidemment, ils vont prendre une décision. Et s'il faut faire une autre intervention d'un autre type, ils vous feront une autre intervention d'un autre type. Voilà. Donc, on va passer dans la partie où je vais commencer à vous parler des opérations en elles-mêmes, hein. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc dans un premier temps, je vais donc vous parler de la technique de l'anneau gastrique ajustable. Hein, voilà, ça ressemble à ça, tout simplement. Voilà. Donc, donc ça fait partie des techniques restrictives, hein. Euh, Ça sert à diminuer donc le volume de l'estomac et ralentir le passage des aliments. Elle ne perturbe pas la digestion des aliments. Un anneau est placé autour de la partie supérieure de l'estomac, délimitant ainsi une petite poche. Peu d'aliments sont nécessaires pour remplir cette poche et la sensation de satiété apparaît rapidement. Les aliments vont s'écouler très lentement selon le principe du sablier. Voilà, donc comme un sablier, hein, vous avez votre estomac qui est comme ça, hop, ça va, l'anneau est au milieu bien évidemment, et ça va couler au compte-gouttes, hein, vraiment. Donc voilà, la perte de poids est de l'ordre de 40 à 60% de l'excès de poids. La durée moyenne de l'intervention est de 1 heure. La durée d'hospitalisation 2 à 3 jours. Et la mortalité liée à l'intervention, hein, c'est un sujet qui évidemment fait peur, mais qui est nul, mais qui existe, hein, bien évidemment. Donc la mortalité est liée à l'intervention de l'anneau gastrique est de 0,1%. C'est rien du tout, hein. Pour le nombre de patients qui se font opérer, c'est rien du tout. Les principaux risques et de complications, voilà. Donc des complications mécaniques peuvent survenir après l'intervention, même après plusieurs années. Forcément, vous avez un corps étranger dans votre corps, tout simplement. De la même façon qu'on peut rejeter un piercing des années après avoir été percé, évidemment, un anneau gastrique qui vous comprime l'estomac, il peut très bien vous dire merde, tout simplement. Donc, problème lié au boîtier. Infection, déplacement du boîtier sous la peau, douleur au niveau de l'emplacement du boîtier, rupture du tube. Glissement de l'anneau et dilatation de la poche au-dessus de l'anneau pouvant entraîner des vomissements importants, voire l'impossibilité de s'alimenter. Des troubles de l'œsophage, reflux, œsophagite, troubles moteurs, lésion de l'estomac provoquée par l'anneau, érosion de l'estomac, migration de l'anneau. Une nouvelle intervention peut s'avérer nécessaire pour retirer l'anneau ou pour réaliser une autre technique de chirurgie de l'obésité. Voilà. Donc effectivement, ça peut faire peur, hein, ça peut faire peur, effectivement. Voilà. Mais des risques, il y en a pour tout. Et il ne faut pas
Vraiment, il faut pas penser à ça tout de suite, quoi. Le chirurgien, il est vraiment là pour vous rassurer, vous montrer qu'il sait ce qu'il fait et qu'il vous opère vraiment en sachant vraiment en connaissant votre état de santé général et voilà, dans le meilleur des cas, quoi, hein. Donc cette opération concerne les personnes de taille moyenne avec un IMC égal à 40. Inférieur ou égal, bien sûr. Supérieur ou égal, bien sûr, pardon. Voilà. Euh, voilà. Donc, donc ensuite, on se retrouve tout de suite pour la technique de la gastrectomie longitudinale ou gastrectomie en manchon ou sleeve gastrectomie. Alors, donc, la sleeve gastrectomie. Ça, c'est quelque chose que généralement tout le monde connaît, hein. Voilà, ça ressemble à ça, l'intervention. Donc vous avez donc l'estomac et on vous le coupe vraiment en forme de tube. On vous retire 2 tiers de la taille de l'estomac. C'est ce que je vais faire, hein. Voilà. Euh, alors, donc c'est toujours une technique restrictive, donc qui permet de manger moins, tout simplement. Voilà, mais qui ne change pas votre système digestif. Donc technique restrictive qui consiste à retirer environ les 2 tiers de l'estomac et notamment la partie contenant les cellules qui sécrètent l'hormone stimulant l'appétit. L'estomac est réduit à un tube vertical et les aliments passent rapidement dans l'intestin. En outre, l'appétit est diminué. Cette technique ne perturbe pas la digestion des aliments. La gastrectomie longitudinale consiste parfois à la première étape d'une dérivation bilio-pancréatique. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Il est vrai que pour beaucoup de patients souffrant de très très forte obésité, on réalise en premier lieu cette opération, la sleeve, pour ensuite faire une deuxième intervention, le duodenal switch. Donc c'est une autre intervention qui, elle, voilà, c'est quand même un gros truc et je vous expliquerai tout ça après. Voilà. Donc, la perte de poids est de 45 à 65% de l'excès de poids en tout. La durée moyenne de l'intervention dure 2 heures. Voilà. Durée moyenne de l'hospitalisation entre 3 à 8 jours. Bien évidemment, 3 à 8 jours selon votre état de santé et comment votre corps réagit les premiers jours. La mortalité liée à l'intervention, on y revient, estimée à 0,2%. C'est toujours pareil, c'est rien. C'est vraiment un chiffre qui est tout petit. Les principaux risques de complications, on y vient. Les ulcères, les fuites ou rétrécissements au niveau de l'estomac. Hémorragie post-opératoire, je suis con. Des carences nutritionnelles forcément, des reflux gastriques et des dilatations de l'estomac. Donc les dilatations de l'estomac, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui apparaît plus tard. Si vous recommencez à manger progressivement comme avant. Voilà donc pour la gastrectomie, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Voilà, donc l'estomac, 2 tiers de l'estomac coupé et voilà, en forme de tube de façon à manger beaucoup moins, à avoir la sensation de faim beaucoup plus, de satiété beaucoup plus rapidement. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des 2 opérations qui est le plus pratiquée. Donc la sleeve et le bypass, hein, c'est les 2 qui sont le plus pratiqués, hein. Ensuite, on passe donc à la technique du bypass gastrique. Et ma vidéo va couper. Donc on se retrouve tout de suite pour le bypass gastrique. Alors, le bypass gastrique, ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est un joli dessin. C'est quelque chose que moins de personnes connaissent sur le fond. Puis alors celle d'après encore moins. Voilà. Donc là, c'est une technique restrictive et malabsorptive. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va vraiment servir à réduire la taille de l'estomac, donc réduire
la quantité d'aliments ingérés et en même temps court-circuiter vraiment le système digestif pour, euh, pour que le corps assimile beaucoup moins le gras et beaucoup moins le sucre, tout simplement. Donc je vais quand même vous lire le petit paragraphe, hein. Donc technique qui permet de diminuer à la fois la quantité d'aliments ingérés et l'assimilation de ces aliments par l'organisme grâce à un court-circuit d'une partie de l'estomac et de l'intestin. Les aliments vont directement dans la partie moyenne de l'intestin grêle et sont donc assimilés aux moindres quantités. Voilà. Donc la perte de poids est de l'ordre de 70 à 75% de l'excès de poids. Voilà. La durée de l'intervention 1h30 à 3h. Et la durée de l'hospitalisation 4 à 8 jours. Bon, on vient maintenant à la mortalité liée à l'intervention qui est de 0,5%. Ça a légèrement augmenté par rapport aux deux précédentes, hein. Mais c'est quand même un chiffre tout petit. Il ne faut pas avoir peur vraiment de ce chiffre parce que c'est vraiment petit, quoi. Je le redis, je me répète, mais je tiens à vous le faire savoir. Les principaux risques de complications. Complications chirurgicales, ulcères, fuite ou rétrécissement au niveau de la jonction entre l'estomac et l'intestin, hémorragie, occlusion intestinale. Carence nutritionnelle, complications fonctionnelles. Hypoglycémie après le repas, constipation. Voilà, c'est les principaux risques. Je vous dis vraiment les risques parce qu'il faut les savoir, bien sûr, il y en a. Il y en a, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez les avoir. Voilà. Bon, bah écoutez, pour le bypass gastrique, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On passe maintenant à la dérivation bilio-pancréatique ou duodenal switch. C'est une opération qui est très très peu connue. Ça vient des États-Unis et c'est très très peu répandu. Il y a encore très peu de patients qui subissent cette opération, de plus en plus bien évidemment, puisque c'est une opération qui arrive, qui arrive en vogue et qui est vraiment pour les personnes en obésité super morbide, super morbide, vraiment dans un cas grave de l'obésité, hein. Ouais. Alors, attention, dessin très compliqué, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez un peu qu'est-ce qui se situe et où. Voilà. Donc, c'est également une technique restrictive malabsorptive, comme le bypass gastrique, sauf que là, c'est vraiment dans un cas vraiment supérieur où, où vous n'allez carrément plus du tout assimiler le gras et le sucre. Voilà. Ça vous coupe vraiment. Vous n'absorbez plus le gras, vous n'absorbez plus le sucre. Et bien évidemment, ces opérations sont à vie, hein. Il faut le savoir avant de prendre votre décision. Pour ça, c'est surtout le chirurgien qui prendra la décision, bien évidemment. Donc, cette technique complexe permet de limiter la quantité d'aliments ingérés et l'assimilation de ces aliments par l'intestin. La taille de l'estomac est réduite par gastrectomie, donc une sleeve, avant l'opération, et l'intestin grêle divisé en deux parties. L'estomac est raccordé à la partie servant à véhiculer les aliments jusqu'au gros intestin. La partie qui sert à transporter les sécrétions digestives du foie et du pancréas est raccordée à la fin de l'intestin grêle. Ça a coupé, donc je reprends. Il me semble que ça a coupé au milieu du paragraphe, donc je reprends au milieu du paragraphe, hein. Donc l'estomac est raccordé à la partie servant à véhiculer les aliments jusqu'au gros intestin. La partie qui sert à transporter les sécrétions digestives du foie et du pancréas est raccordée à la fin de l'intestin grêle. Ainsi, les aliments ne sont digérés par les sucs digestifs et assimilés que sur une courte portion de l'intestin grêle. L'essentiel des aliments passe directement dans le gros intestin sans être absorbé.
Voilà, donc c'est ce que je vous disais, vous n'absorbez vraiment quasiment plus, ou vraiment un chiffre très minime du gras et du sucre. Voilà, donc il faut savoir que quand même, ça provoque, c'est une opération, je connais vraiment des amis qui ont subi cette opération, et là je peux vraiment vous dire que ça provoque de la diarrhée, et de la diarrhée à vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre la décision longtemps, bien y réfléchir, parce que vraiment, étant donné que vous ne digérez plus vos aliments, vous allez avoir la diarrhée et à vie, quoi. Hein. Ça, malheureusement. Et puis avoir la diarrhée, vous mangez et une heure après, vous allez vous promener, vous avez la diarrhée. Il faut vite trouver des toilettes, bien évidemment. Ça peut être embêtant. Alors, les caractéristiques. Donc, cette technique est réservée aux patients d'un IMC de plus de 5 supérieur ou égal à 50. Donc, je vous le disais, c'est vraiment, il faut être en obésité très 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 grave. Hein. Voilà. Et ou après échec d'une autre technique. Elle doit être pratiquée par une équipe spécialisée dans sa réalisation. Pas tous les chirurgiens de l'obésité ne pratiquent cette opération, il faut le savoir. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui la pratiquent. D'ailleurs, bon, moi, effectivement, je suis tombé donc sur un chirurgien qui la pratique, mais ils ne sont pas beaucoup. Donc, pour ceux que ça intéresse, mon chirurgien est à Toulon, à l'hôpital Sainte-Mus. Voilà. Je vous donnerai son nom en dessous, et encore, je ne suis pas sûr. Vous viendrez me poser la question et je vous répondrai, mais je ne vais pas dire son nom ou quoi. Je ne sais pas si vraiment j'ai le droit de dire ces choses-là. Voilà. Donc la perte de poids est de l'ordre de 75 à 80% de l'excès de poids. La durée moyenne de l'intervention est de 4 à 5 heures. La durée moyenne de l'hospitalisation minimum 8 jours jusqu'à 10 jours. Donc bien évidemment, vous restez plus longtemps. Hein. Il va falloir commencer à gérer vos diarrhées et tout. Donc voilà. La mortalité liée à l'intervention est de 1%. Donc, c'est toujours pareil, hein, comme pour les autres, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc, les principaux risques de complications. Risque important de carence nutritionnelle. Évidemment, c'est la seule opération où c'est écrit en noir et en gras. Voilà. Risque important de malabsorption de médicaments. Donc, si vous prenez un médicament, bien sûr, le médicament lui aussi ne va pas être digéré correctement, ou très peu. Voilà. Complications fonctionnelles, diarrhée et selles malodorante. Voilà, ça vous met dans le bain. Complications chirurgicales, ulcères, fuite ou rétrécissement au niveau de la jonction entre l'estomac et l'intestin. Hémorragie, occlusion de l'intestin. Voilà, donc j'ai plus grand chose à vous dire sur ça. Voilà, donc je vous ai vraiment parlé des principaux points de l'obésité, hein, des opérations liées donc à l'obésité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La vidéo va couper, donc je vous retrouve encore tout de suite. Voilà, voilà, moi je pense que si vous êtes en cas d'obésité et que vraiment vous n'arrivez pas à perdre du poids, j'espère vraiment que ma vidéo vous servira à vous informer et pas vous pousser ou vous obliger, hein, parce que je suis personne pour obliger quelqu'un à aller se faire opérer, vraiment pas du tout. Chacun vit comme il veut, comme il le ressent. Si vous êtes heureux, au contraire, hein, c'est très bien pour vous. Moi, dans mon cas, je suis obèse depuis que je suis tout petit et je ne suis pas du tout heureux dans mon corps. Alors c'est vrai qu'à un moment, on a tous à un moment donné en tant qu'obèse une période de notre vie où on est big is beautiful, on s'assume comme on est, mes rondeurs c'est trop bien, je m'en fous du regard des autres, alors qu'en fait pas du tout. Les regards des autres, c'est quelque chose qui est, c'est horrible, hein, de subir le regard des autres et encore plus des enfants. Euh,
À la limite, les adultes vont vous regarder du coin de l'œil alors que les enfants vont carrément vous pointer du doigt pour dire «Eh, regarde maman, il y a un gros», tu vois. Voilà. Et ça, c'est vraiment le regard des enfants qui fait très mal. Moi, dans mon cas, voilà, j'ai eu ma période de Big is Beautiful et pour me voiler la face, aujourd'hui, c'est terminé. Je veux vraiment en finir avec l'obésité. C'est pour ça que j'ai choisi de me faire opérer, d'avoir recours à une sleeve gastrectomie. Euh, voilà, donc si vous hésitez, si vous avez des questions, si vraiment vous voulez discuter, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je suis là pour vous répondre. J'ai une page Facebook, j'ai Instagram, j'ai Twitter, voilà, donc venez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Posez vos questions en commentaire, je vous répondrai. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, voilà, donc de toute façon, moi je referai des vidéos au fur et à mesure de mon parcours, en fait, puisque je suis en plein parcours, je vous l'ai dit. Et donc en plein parcours, et juste avant l'opération, je pense refaire une vidéo, et après l'opération, le suivi, je referai des vidéos. Voilà. Euh, j'essaierai, j'essaierai de faire des lives ou des FAQ pour répondre en direct à tout le monde. Il n'y aura absolument aucun problème. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous a plu, ça peut être un gros mot parce qu'on parle quand même d'obésité et d'intervention chirurgicale, mais enfin, malgré tout, soyez heureux dans votre vie, n'écoutez que vous et faites les choses que pour vous. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, donc si vous en avez marre de l'obésité, faites-le pour vous et pour personne d'autre. Si vous êtes bien avec votre surpoids, restez comme vous êtes. C'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà. Donc ben, je vous retrouverai plus tard, un autre jour, pour une autre vidéo. Bye bye.